Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information du soir de la télévision Bonferré. Niamey, la capitale, abrite depuis ce matin les travaux du Forum consultatif régional sur le développement au Sahel. Objectif, faire une évaluation de la mise en œuvre du pilier développement dans les stratégies et initiatives au Sahel. Samira Issa Ali Maïga et Rabiou Labo pour le compte rendu. Ces hommes et femmes, membres du G5 Sahel, tous réunis autour d'un objectif commun, celui de débattre sur la sécurité et le développement au Sahel, en présence des experts et plusieurs participants venus pour la circonstance. Ce panel a pour mission de procéder à une évaluation stratégique conjointe sécurité-développement dans une vingtaine de pays du Sahara, du Sahel et du Golfe de Guinée, tous confrontés aux mêmes défis institutionnels, sécuritaires, climatiques, démographiques, migratoires, humanitaires, défis du développement économique et social. Depuis le lancement de ces travaux en septembre 2022 à New York, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le panel a engagé un processus de consultation des États et de leurs partenaires sur la base de 4 piliers: gouvernance, sécurité, développement, mobilisation des ressources. Comment préserver l'impératif de l'appropriation nationale et régionale, la nécessité d'un partenariat adapté à des besoins réels, quelles mesures prendre dans un cadre de financement extérieur véritablement productif et propice à un développement soutenu au Sahel? Ce sont entre autres les questions liées au panel. Le panel doit dégager une vision, un horizon et des objectifs sur le court, moyen et long terme, à partir non seulement des visions et plans nationaux, mais aussi à partir des agendas comme ceux du G5 Sahel, de la vision 2050 de la CEDEAO, de l'agenda 2063 de l'Union africaine ou des objectifs du développement durable des Nations unies et des programmes d'investissement prioritaires du G5 Sahel. Durant 3 jours que va durer ce panel, il est attendu des participants de formuler des propositions et des recommandations sur la sécurité et le développement au Sahel. Un bloc de réflexion pour la promotion du secteur du WACF au Niger a été officiellement installé cet après-midi. La mission assignée est de créer toutes les dispositions pour l'émergence du secteur WACF au Niger. N'est-ce pas, Boubacar Amadou et Rabiou Labo? La présente cérémonie marque la mise en place du comité ad hoc de réflexion pour la promotion du secteur du WAF au Niger. Un comité composé de 25 représentants des acteurs de valeur de la chaîne de décision du WAF. Donc, l'objectif du travail de ce comité ad hoc que j'ai co-présidé aujourd'hui avec le secrétaire général du ministère des Finances et qui se tient dans les locaux du ministère des Finances, c'est de réfléchir et de proposer un package de mesures incitatives propres au WACF et qui ont pour objet de rendre l'environnement d'investissement nigérien le plus attrayant pour les investissements WACF et de faire une proposition de loi aux autorités compétentes du Niger. Les propositions et suggestions qui seront issues de cette réunion du comité donneront un nouvel élan au secteur du WAF au Niger. Et aussi pour nous aligner à la tendance internationale en matière de WACF. Aujourd'hui, tous les pays pionniers en matière de WACF, notamment l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe, la Turquie, se sont rendus compte de la capacité importante et catalysatrice du WACF pour la mobilisation des ressources et la capacité à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable. C'est ainsi que le WACF est sorti, par exemple, de la tutelle des ministères des Affaires religieuses à des autorités de plus en plus compétentes et qui incluent beaucoup d'aspects d'investissement. Le ministère des Finances, qui assure l'autorité financière du WAF, fonde l'espoir quant aux résultats des travaux de ce comité. On attend aussi de nous d'élaborer un projet de loi inclusif
inclusif dans le sens où je pense qu'il prend toutes les sensibilités ici, l'administration, les secteurs privés, les oulémas, en tout cas tout le monde, pour mettre donc ces mesures-là incitatives pour fin de promotion et de facilitation donc des projets WACAF et qui seront donc soumis au ministre des Finances qui les soumettra donc au gouvernement et qui feront donc l'objet donc d'adoption par l'Assemblée nationale sous forme donc d'une loi. On serait très attentif par rapport donc au délai mais aussi au contenu de vos débats qui jailliront de vos discussions. Concept des défis posés par le climat d'investissement WAF dans la sous-région, les plus hautes autorités du Niger souhaitent répondre à ce défi en initiant une large consultation des acteurs de la chaîne du WAF au Niger afin de doter notre pays d'un environnement plus attrayant et propice au développement des investissements WAF. Clôture cet après-midi des travaux de l'atelier de partage et de débat sur le projet Amplify PF financé par l'USAID qui tire à sa fin. Des propositions et des recommandations ont été formulées par les participants et des engagements ont été pris par les autorités municipales bénéficiaires. Le récit avec Mohamed Alpha et Ibrahim Ousmane. 48 heures durant des assises de l'atelier de partage et de capitalisation des résultats de la mise en œuvre du projet Amplify PF financé par l'USAID, les participants ont formulé des recommandations et des propositions permettant d'améliorer les difficultés constatées. À l'endroit du ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, de plaider auprès de la mission de l'USAID au Niger pour la mise à l'échelle des approches du projet Amplify PF, d'accélérer la mise à l'échelle de la délégation des tâches, de l'insertion et retrait des implants contraceptifs au niveau des cases de santé. Le niveau d'engagement dont je parlais si haut a permis au Niger d'être le premier pays à atteindre tous les objectifs du projet avant même la date de clôture. La représentante de l'USAID a rassuré le gouvernement nigérien que son organisation continuera à apporter sa part de contribution pour la réussite d'un tel projet. Je saisis cette occasion pour réitérer l'engagement constant du gouvernement et du peuple des États-Unis d'Amérique pour l'amélioration de la santé en général et la santé de la mère et de l'enfant en particulier au Niger. À l'USAID pour le financement d'Amplify et le partenariat technique manifeste à travers son bureau régional santé d'Accra et la mission USAID du Niger durant toute la vie du projet. Ne dit-on pas que l'argent est le nerf de la guerre? Enfin, Pathfinder Niger et l'équipe d'Amplify PF qui a géré avec efficacité la mise en œuvre de ce projet. La représentante de la première dame Fondation Noun et celle du ministre en charge de la santé publique, de la population et des affaires sociales ont toutes deux demandé à l'USAID de continuer à appuyer le gouvernement nigérien pour l'amélioration des services de la santé reproductive et la planification familiale au Niger. Le projet Amplify PF a pour principal objectif de soutenir stratégiquement et influencer la réplication et l'intensification des principales pratiques de planification familiale à haut impact. Le Niger accueille une mission permanente de l'USAID depuis 2020, ce qui nous donne une grande opportunité de financement. Un plaidoyer auprès des partenaires techniques financiers pour un financement d'un autre projet afin de pérenniser les acquis. Plusieurs témoignages de satisfaction ont été distribués aux personnes qui se sont impliquées pour la bonne marche du projet. L'éclat de cette cérémonie de clôture a été la remise officielle des clés des véhicules flambant neufs au profit des directions de la santé.
Le développement rural au centre d'une foire organisée par le projet Yelloa dans le cadre du marché nutrition du Niger avec l'appui des projets et des programmes sur financement de l'USAID au centre Goudia dans la région de Maradi. Les précisions avec Ousseina Hassoumi. Organisé par le Haut Commissariat à l'initiative 3N et 7 projets et programmes financés par l'USAID, parmi lesquels Yelloa, mis en œuvre par l'Organisation internationale Cultivons les nouvelles frontières de l'agriculture CNFA, avec d'autres partenaires, cet événement est d'un intérêt particulier. Il vise à initier les acteurs des différentes chaînes de valeur agricoles de la région de Maradi aux nouvelles technologies et des innovations agricoles afin de les rendre résilients face aux différents chocs. Le marché de technologie et innovation agricole donc vise à promouvoir la mise à l'échelle des technologies et des innovations agricoles existantes, en exposant celles-ci au grand public des régions de Maradi, Tillabéri et Zender, en facilitant les relations d'affaires entre les acteurs de marché, notamment les fournisseurs de technologies et innovations agricoles, les fournisseurs des conseils et services agricoles de proximité, les institutions de microfinance, les organisations de producteurs et surtout les jeunes, filles et garçons nigériens de la fourchette d'âge de 15 à 29 ans qui sont présents ici et qui sont des potentiels utilisateurs de ces technologies et innovations agricoles. Le représentant du gouverneur de la région de Maradi, pour sa part, salue cette initiative et le choix porté sur la région qui renferme des potentialités agro-silvopastorales et halieutiques. La diffusion et une large adoption de ces technologies vont accroître significativement la productivité agricole et répondre à la demande de plus en plus croissante des produits et services agricoles. Mesdames et messieurs, ces événements offrent également des opportunités de rencontres et un cadre d'échange aux agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs potentiels, permettant aux structures et entreprises exposantes de se faire connaître leurs produits, mais aussi de prospecter de nouveaux marchés. Ce marché a permis de créer 3 jours durant des opportunités entre les communautés et des innovations et technologies à l'amélioration des conditions de production et de sécurisation des ressources et sortir des pratiques et des apprentissages et opportunités de durabilité. Cérémonie de remise de matériel et équipements au profit de l'INRAN. C'était ce matin dans les locaux du Centre régional de recherche agronomique de Niamey. Sera l'œuvre émane donc de l'Union européenne. Les explications avec Reina Moussa et Djori Mamadou. Un coût global de 200 millions de francs CFA en matériel et équipement au profit de l'Institut national de la recherche agronomique du Niger, INRA. Un don de l'Union européenne conduite par le CORAF à travers le projet ABI, un projet d'une durée de 5 ans dont l'objectif est de mettre en œuvre une approche mieux coordonnée en sélection variétale tant au niveau régional que national. L'Union européenne accorde un intérêt particulier aux grandes questions qui se posent au Sahel en général et au Sénégal et au Niger en particulier, notamment celles relatives à la lutte contre la pauvreté, l'insécurité alimentaire, le changement climatique qui demeure de lourds fardeaux pour les populations, la fragilité des écosystèmes du Sahel et leur vulnérabilité aux chocs, notamment climatiques, ont fini d'exacerber la vulnérabilité des populations. ABI vise principalement l'amélioration des compétences et de l'efficacité des équipes de sélection afin de leur permettre d'utiliser les techniques modernes de l'amélioration des plantes pour un gain rapide de productivité. C'est dans ce sens que l'Union européenne a bien voulu financer à travers le CORAF, pour le compte de l'INRAN, l'achat d'équipements et de matériel, mais aussi l'installation d'infrastructures. Le directeur général de l'INRAN a saisi l'occasion pour faire une brève présentation de son institution. L'Institut national de la recherche agronomique du Niger est un établissement public à caractère scientifique, culturel, technique qui aura bientôt 50 ans. 50 ans en 2025. Il est membre du système national de la recherche agronomique du Niger et également
membre du Conseil national de la recherche agronomique du Niger. Il est sous 2 tutelles. La tutelle technique qui est le ministère de l'Agriculture et la tutelle financière qui est le ministère des Finances. Les secrétaires généraux de l'élevage et de l'agriculture ont tous deux réaffirmé leur reconnaissance aux donateurs pour l'initiative. Je voudrais vous rassurer du soutien résolu des autorités du ministère de l'élevage à se mobiliser sans réserve pour accompagner les dispositifs. Je reste convaincu que ce matériel et équipements qui renforceront les capacités opérationnelles de l'INRA contribueront sans nul doute à l'atteinte des résultats de l'acte stratégique 1 de l'initiative 3N. Au Niger, le projet ABI intervient dans 3 régions, à savoir Maradi, Tillabéri et Dosso. Ce matériel et équipements permettront certainement à l'INRA de mener à bien ses activités en lien avec le développement agricole. En marge de la cérémonie, une conférence de presse a été animée sur les activités mises en œuvre par le projet, l'intervention du projet, les appuis apportés par le projet ainsi que les avantages liés au projet. La salle de réunion du RECA a servi de cadre ce matin au lancement de la plateforme digitale et signature de convention du centre d'appel agricole entre le RECA et l'agence de développement numérique ADN, une manière de booster l'économie nationale. Le compte rendu avec Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. Dans le souci de satisfaire les producteurs et les agriculteurs sur le marché, ce 14 juin 2023 a été mis à profit pour le lancement de la plateforme agricole de mise en relation fourniture d'intrants, producteurs, acheteurs, AgriShop Raiwa, suivi de la signature de la convention du centre d'appel agricole RECA ADN. Une façon de soulager les producteurs et les agriculteurs à travers de simples téléphones avec ou sans connexion Internet. Les RECA et ADN ont choisi de collaborer pour se compléter, d'unir leurs forces, bref, de travailler ensemble. C'est l'objet de cette convention qui sera signée aujourd'hui. La seconde raison de cette journée est le lancement officiel du centre d'appel RECA ADN et la plateforme AgriShop Raiwa. Le centre d'appel permet aux producteurs, agriculteurs et agricultrices de poser leurs questions à des téléconseillers. Ces derniers sont formés pour répondre à un grand nombre de questions, mais bénéficient aussi du soutien d'un réseau de personnes ressources pour améliorer les réponses. Cette plateforme digitale vise à améliorer la compétitivité des acteurs et des chaînes de valeur d'intervention. C'est le modèle économique pour répondre activement à la logique commerciale. Cette plateforme a pour but d'adresser le sujet de l'accompagnement et l'appui conseil des producteurs, de l'accès aux produits agricoles frais par les ménages à travers le numérique grâce à ce partenariat. L'Agence de développement numérique ou ADN Niger est une entreprise nigérienne basée à Niamey spécialisée dans le développement et la gestion de projets dans le domaine du numérique. ADN cumule plusieurs projets à fort impact, collabore avec des entreprises en démarrage comme des PME, des grands comptes et des institutions publiques du Niger et à l'étranger. Cette nouvelle approche au profit des acteurs du secteur agricole permettra certainement de booster l'économie nationale à travers les services offerts par la plateforme digitale AgriShop Raiwa, l'expertise à plus proche des producteurs. Pour plus de renseignements, composez le 424 seulement sur Zamani Télécom. Une visite guidée du centre d'appel a sanctionné la cérémonie. Le syndicat national des travailleurs de l'enseignement franco-arabe a animé ce matin un point de presse. Il était question pour le syndicat de rappeler les points de revendication et demander au gouvernement une solution rapide. Le point avec Souleymane Ousmane et Omar Boukari. À travers ce point de presse, les travailleurs de l'enseignement franco-arabe avaient ainsi apporté des précisions sur certaines allégations sur un certain nombre de ces revendications posées. Et par rapport à la formation même des 6500 et quelques des enseignants du franco-arabe du primaire et les 2000 du secondaire,
déjà le processus est en bon terme, parce que nous avons été édifiés par le coordinateur de ces projets, et appelé communément PROSEP, donc du niveau d'exécution. Bientôt, la date et le lieu, Inch'Allah, sera convoqué pour qu'on puisse donc démarrer ces activités. Et en ce qui concerne les moyens roulants et que nous avons évoqués, donc les moyens roulants, les projets par alliance avec donc les MEN, ils sont là en train en tout cas de mettre les points sur les i, comme on a l'habitude de le dire, pour pouvoir acheminer partout où besoin fera donc ces moyens roulants, à savoir les 70 motos à 75. Voilà. Et pour ce qui est encore du point saillant de cette rencontre, c'est pour assurer donc aux 500 enseignants là recrutés par ces projets PROSEP que vraiment les choses sont en train de très bien marcher, mais des dispositions sont déjà prises pour donc les retours effectifs donc de ces camarades, de ces collègues, donc les 500 enseignants recrutés par le PROSEP au niveau de l'État. Déjà, le DRH nous a garanti que les choses là sont en train de très bien marcher. Donc un autre point qui sera un peu évoqué, c'est même les points par rapport au manque des formations de nos encadreurs partout dans la région, partout dans le pays, pardon. Donc il faut le dire, donc ces gens-là doivent faire preuve eux aussi d'engagement. Surtout cette sortie médiatique va certainement rassurer les partenaires et l'opinion sur ces allégations, mais aussi de tenir compte sur la bonne relation de l'ensemble des acteurs du domaine de l'enseignement franco-arabe au Niger. Retour à Maradi avant la rubrique Actu sur le web. Le syndicat national des enseignants des instituts des grandes écoles en abrégé SNEJ à Maradi a encore une fois de plus observé un arrêt de travail de 72 heures. Le SNEJ à Maradi exige des autorités la satisfaction de ces revendications. Détail avec le bureau reportage à Bonferré, Maradi. Après une grève de 72 heures, puis de 48 heures au cours du mois de mai, celle-ci est la troisième de 72 heures. Cette continuité de grève faite par le syndicat national des enseignants des instituts et des grandes écoles SNEJ est due au silence du gouvernement, particulièrement le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche face à leur plateforme revendicative. Dans la continuité de cette grève-là, c'est lié au mépris du ministère de tutelle, qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, nous pensons que dans une collaboration, lorsque les gens sont en mouvement, on doit les appeler. Donc, à un moment donné, le ministère a fait un semblant de contact. On pensait que ce contact allait avoir lieu et finalement, le ministère a fait la sourde oreille. Donc, notre incompréhension, c'est quoi? C'est l'arrogance du ministre, sachant qu'il est un membre du gouvernement et qu'à cet égard-là, il a la gestion d'une partie du patrimoine de l'État qui est l'enseignement supérieur. Dans ce cas, il doit nécessairement, en cas de conflit avec des partenaires, pouvoir les appeler pour en discuter. Mais il n'en est rien, il fait le semblant, parce que pour lui, les technologues ne sont pas des enseignants. C'est des moins qui rien, c'est des gens qu'on ne doit pas écouter. Donc c'est seul partenaire qu'il peut écouter, ce sont les enseignants chercheurs. Nous autres qui sommes des technologues, comme il l'a toujours répété, nous sommes de niveau bac plus 5, donc nous ne comprenons pas ce qu'il en est. Donc pour lui, il faut par tous les moyens nous écraser et nous faire disparaître de l'enseignement supérieur, quitte à détruire la qualité de cet enseignement supérieur-là par ses agissements et par ses arrêtés qui n'ont aucun sens et qui sont là pour faire en sorte que les enfants de ce pauvre-là, que l'État a le droit de vouloir éduquer, que ces enfants-là n'aient pas cette éducation-là. Déplorant le silence du gouvernement face à leurs revendications, le SNEJ continue sa lutte et espère trouver satisfaction. Actu sur le web, c'est tous les mercredis et c'est en compagnie de Balima Bourema. Balima, bonsoir.
Bonsoir Aminatou Yaya Maïga, bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à ce numéro d'Actu sur le web de ce 14 juin 2023. Nous entamons ce numéro d'Actu sur le web avec actuniger.com qui nous apprend que plusieurs cadres de la SONICI sont écroués après audition. Oui, les investigations se poursuivent et selon plusieurs rapports d'inspection, dont le dernier de la Cour des comptes, des pratiques peu orthodoxes ont eu cours pendant longtemps au sein de la société, occasionnant un manque à gagner évalué à plusieurs millions de francs CFA. Entre mauvaise gestion, octroi d'avantages indus, non-respect des engagements et paiement de trop perçus, le traitement judiciaire de cette affaire va permettre de faire la lumière sur les cas de malversation et d'assainir la gestion de cette entreprise publique qui n'a jamais vraiment répondu aux missions qui lui ont été assignées. En fin de semaine dernière, les auditions se sont poursuivies au niveau du pôle financier et économique, du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, et plusieurs des responsables épinglés ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Selon des sources d'Actu Niger, au moins 6 personnes, dont un ancien DG de la boîte ainsi que des directeurs centraux, ont été écroués en attendant la suite de l'instruction qui est en cours. En plus du rapport d'inspection d'État qui a mis en nu les cas de malversation qui ont eu cours au sein de la boîte et qui portent sur des irrégularités de près de 5 milliards de francs CFA. Selon les sources du site actuniger.com, le dernier rapport de la Cour des comptes pour l'exercice 2022 a également révélé plusieurs manquements qui ont porté de graves préjudices aux finances publiques. Absence de description de procédures de gestion, dysfonctionnement des organes exécutifs et délibérants, faible taux de recouvrement des produits de la société et irrégularités susceptibles de porter atteinte à la performance de la société. Telles sont les observations formulées par les auditeurs du gendarme des finances publiques au niveau de la SONICI. À titre d'exemple, sur la location des villas simples particuliers par exemple, on apprend que la société a recouvré 12% en 2017, 11% en 2018 et 15% en 2019 des recettes attendues. Sur la vente des villas, le rapport nous apprend qu'au cours des exercices 2017, 2018, 2019, la SONICI n'a respectivement recouvré que 40,65 millions de francs CFA, 151,77 millions de francs CFA et 58,77 millions de francs CFA au titre de la vente des villas de la cité 1 SONICI sur des recettes attendues de 1,19 milliard de francs CFA, 1,2 milliard de francs CFA et 1,06 milliard de francs CFA, soit des taux de recouvrement de 3, 13 et 6%. Dans un billet, nigerinter.com se demande si la Nigélec n'est pas le trouble fait de la Renaissance. Le week-end dernier, à Niamey, Tillabéri et Dosso, la société nigérienne d'électricité, Nigélec, a, comme dirait l'autre, rappelé aux citoyens qu'elle reste et demeure le fauteur de troubles qui constitue le nœud gordien de la Renaissance. Les questions légitimes que se posent les Nigériens, à quand la Nigélec nous rassurera une fois pour toutes que notre pays dispose des sources d'énergie, à quand la fin de tout ce calvaire dû aux coupures intempestives du courant électrique, pourquoi la Nigélec a jusqu'ici traduit les volontés politiques les plus osées en échec. Certes, le président de la République a déroulé une ambition, son programme en matière d'électrification du pays, en milieu urbain comme rural. Interpellé par les parlementaires le week-end dernier, le ministre de l'Énergie, Ibrahim Yacoubou, a déclaré que la vision du gouvernement est de booster de 20 à 80% le taux d'électrification au Niger dans les 10 prochaines années. Tout ceci pourrait être saisi par le citoyen lambda comme des promesses sans lendemain. Non pas qu'on ne croit pas aux politiques, mais avec la posture actuelle de la Nigélec, il y a de quoi avoir des pincettes. Malgré les investissements colossaux faits pour que cette société d'État réponde aux attentes des Nigériens, on a l'impression que l'autosuffisance énergétique dans notre pays n'est pas pour demain. Est-ce un problème d'homme ou de gestion? La question reste posée selon le nigerinter.com. Il n'est pas question ici des raisons de délestage ambiant, puisque depuis que le DG de la Nigélec a dit de façon péremptoire que personne n'a de solution à ce problème sauf Dieu, les citoyens rationnels prennent leur mal en patience. Mais il est plutôt question ici, même si on ne peut pas offrir de l'électricité au consommateur pour son argent, de facturer justement ce qu'il consomme, ni plus ni moins, le juste prix du kilowattheure.
En effet, ils sont nombreux à indexer le service de facturation de la Nigélec. Des releveurs de plus en plus invisibles et des factures de plus en plus disproportionnées par rapport à la consommation réelle. Un autre puzzle à décomposer pour les responsables de la Nigélec. Le miracle tant attendu de la centrale de Goribanda n'a pas eu lieu, et si la Nigélec commence à assainir ses relations avec sa clientèle, se demande le site, face aux appréhensions et préjugés au sein de l'opinion, il est plutôt question pour cette société de rétablir la confiance entre elle et ses consommateurs. Et pour ce faire, il faudrait, entre autres mesures, convaincre les uns et les autres qu'ils payent réellement ce qu'ils consomment. Ailleurs, les actions solidaires des consommateurs pourraient condamner la Nigélec à se reprendre, voire à payer le trop perçu. La société civile a bien d'autres chats à fouetter pour laisser les citoyens s'embourber à des conjectures. Au Nigeria, un bateau chavire et fait plus de 100 morts selon Libération.fr. Plus de 100 personnes sont mortes dans le centre-nord du Nigeria après qu'un bateau transportant des familles revenant des mariages a coulé dans une rivière. Leur embarcation convoyait ces passagers dans l'état de Kwara, dans l'est du Niger, ouest du Nigeria. Lorsque l'accident s'est produit, ont indiqué hier mardi la police locale et le bureau du gouverneur de l'État qui n'ont pas précisé les causes du naufrage. Jusqu'à présent, nous avons dénombré 103 morts, plus de 100 personnes qui ont pu être sauvées, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la police de l'État de Kwara. Les recherches sont toujours en cours, ce qui signifie que le bilan peut encore grimper, a-t-il ajouté. Les victimes étaient de retour dans le district de Patigui, dans l'État de Kwara, après avoir célébré un mariage de l'État du Niger, selon les services du gouverneur de l'État de Kwara. L'accident est survenu sur le trajet entre Egboti, dans l'État du Niger, et Ekpada, dans l'État de Kwara, donc a précisé dans un communiqué Rafiou Adjakaï, porte-parole du gouverneur. Les naufrages de bateaux sur les fleuves et rivières du Nigeria sont fréquents. Ils sont généralement dus aux embarcations surchargées, à leur mauvais entretien ou au non-respect des règles de sécurité. Le mois dernier, 15 enfants se sont noyés et 25 autres ont disparu après le chavirement d'un bateau surchargé dans l'état de Sokoto alors qu'ils partaient récolter du bois. Début décembre 2021, le naufrage d'un autre navire surchargé avait fait 29 morts, dont une majorité d'enfants. Au cours des importantes inondations dans le pays en décembre dernier, en pleine saison des pluies, au moins 76 personnes ont perdu la vie lors du naufrage de leur embarcation prise dans une rivière en crue de l'état d'Anambra au sud-est. Le fleuve Niger est le principal axe navigable en Afrique de l'Ouest et une voie clé pour le commerce de plusieurs pays, dont le Nigeria. L'autorité nationale du Nigeria de régulation des cours d'eau a bien tenté d'interdire la navigation de nuit avec l'objectif de diminuer les accidents, affirmant par ailleurs que surcharger un bateau représentait un délit. Mais les marins font souvent peu de cas de ces règles. Enfin, Balima au Sénégal, NigerExpress.info nous apprend que Macky Sall s'est incliné devant les décédés. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, s'est incliné mercredi dernier devant la mémoire des personnes décédées dans les manifestations survenues il y a 2 semaines dans plusieurs villes du pays après la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de jeunesse, a appris l'agence de presse sénégalaise d'une source proche de la présidence sénégalaise. Je voudrais, à l'entame de ma communication, m'incliner devant la mémoire des personnes décédées lors des incidents graves notés ces derniers jours dans les régions de Dakar et des Ziguinchor. Je voudrais à cette occasion vous demander de vous lever pour observer 1 minute de silence et de prière. Je souhaite en même temps un propre rétablissement aux blessés, a-t-il déclaré en ouvrant la réunion hebdomadaire du gouvernement. L'opposant Ousmane Sonko, poursuivi en justice pour viol et menace de mort sur la jeune dame Adji Sarr, a été condamné le 1er juin par la chambre criminelle du tribunal de Dakar à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. La juridiction lui a infligé une amende de 600 000 francs CFA. Dans la foulée de la condamnation de M. Sonko, des violentes manifestations ont éclaté à Ziguinchor Sud, ville dont il est le maire, à Dakar dans une moindre mesure et dans d'autres villes du Sénégal.
Les manifestants protestaient contre la menace d'inéligibilité que cette condamnation fait planer sur la tête du leader de PASTEF, les Patriotes, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2024. Après la décision rendue par la chambre criminelle, Maître Djibi Diagne, l'un de ses avocats, a déclaré que la candidature d'Ousmane Sonko est hypothéquée. La police nationale a révélé que quelques 500 manifestants, dont des mineurs et des étrangers, ont été interpellés dans plusieurs régions du pays au cours des manifestations survenues après le verdict du procès Ousmane Sonko à Gissa. Balima Bourema, merci, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci aussi Aminatou Yaya Maïga, merci aussi chers téléspectateurs et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci également à vous de nous avoir suivis. Ici se referme cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie de notre programme. Bonsoir.